Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astro Nature 49. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce mois de juillet 2022. Alors ce mois-ci, nous sommes bien sûr en compagnie de Pascal et Mathieu, nos deux habituels donc chroniqueurs. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes aussi heureux d'accueillir notre ami Robin, qui est amateur d'astronomie et de photographie. Donc, nous te souhaitons la bienvenue. Ça nous Merci permet ainsi beaucoup. la famille de la chaîne Astronature 49 s'agrandit. Donc, ce mois-ci, eh bien, dans les événements, nous allons parler notamment de Vénus qui va s'ajouter à l'écrin stellaire M35. Donc, il y aura une jolie observation à pouvoir faire ce mois-ci. Et puis, nous parlerons aussi de transit simultané sur Jupiter et de d'autres événements encore. Eh bien, sans plus tarder, nous allons commencer avec ce premier événement qui se déroule le 4 juillet. À 7 heures du matin, la Terre est à sa distance maximale du Soleil. Alors, Mathieu, peux-tu nous donner quelques détails sur cet événement ? Oui, alors comme vous le savez certainement, l'orbite terrestre n'est pas parfaitement ronde, mais légèrement ovalisée, si bien qu'en fait, il y a un moment donné où la Terre va être un petit peu plus proche du Soleil qu'à d'autres moments. Et notamment ce 4 juillet 2022, eh bien, la Terre est à sa distance maximale, c'est-à-dire qu'elle est au plus loin du Soleil. Et la distance moyenne de la Terre par rapport au Soleil varie, pour vous donner une ordre de grandeur, entre 147 et 152 millions de kilomètres. Donc, grosso modo, 5 millions de kilomètres de différence. Alors, cette différence-là, fondamentalement, pourrait ne pas nous intéresser en astronomie pratique, mais dans la réalité, eh bien, il y a une observation très intéressante à réaliser, et ça concerne notre astre du jour, qui est le Soleil, puisqu'en effet, eh bien, ce rapprochement de la Terre par rapport au Soleil eh bien, nous permet de constater qu'en fait, le Soleil va grossir ou au contraire rétrécir en fonction de notre avancement sur l'orbite terrestre. Et cette différence-là, elle est quand même, elle est certes minime, mais elle a une certaine importance de l'ordre de la minute d'arc de différence. Je rappelle que la taille angulaire du Soleil, qui est à peu près la même que celle de notre Lune, est d'environ 31 minutes d'arc. Alors, ça va être particulièrement intéressant en photo et non pas forcément en observation visuelle, parce que l'appréciation est assez difficile à ressentir. Malgré tout, en photo, lorsque vous utilisez par exemple un simple réflexe sur trépied, avec strictement les mêmes paramètres lors du moment où la Terre est au plus proche du Soleil ou au contraire lorsqu'elle est au plus loin du Soleil, ou bien avec un appareil photo que vous allez placer au foyer d'un instrument, donc typiquement un télescope, eh bien vous allez pouvoir vous rendre compte de cette différence-là en comparant vos photos. Alors là, on parle du 4 juillet, c'est le moment où la Terre est au plus loin du Soleil. Le moment où la Terre est au plus proche du Soleil, c'est le 4 janvier. Voilà, donc tous les ans, c'est strictement la même date, ça ne change pas. Voilà, minimum, maximum. Et ce que je vous propose, moi, de faire lorsque vous faites une photo du Soleil, le 4 janvier, et puis une autre ensuite le 4 juillet, c'est de faire une fusion entre vos deux photos pour avoir un comparatif entre le diamètre du Soleil le 4 janvier et le 4 juillet. Et là, vous allez vous rendre compte en fait que vous n'allez pas pouvoir faire correspondre les deux demi-disques entre guillemets du Soleil, et qu'en réalité, eh bien, le 4 juillet, vous allez observer un disque qui est plus petit que le 4 janvier. C'est un peu contre-intuitif pour nous qui sommes dans l'hémisphère nord, puisque le 4 juillet correspond eh bien, à l'été, à la saison estivale, au moment où on a le plus chaud. Et on aime bien se dire que c'est peut-être à cause du fait que nous nous rapprochons du Soleil. Et en fait, c'est totalement pas le cas du tout. Et c'est ça qui est génial. En fait, il y a d'autres paramètres qui sont à prendre en compte, notamment l'axe de rotation de la Terre, son inclinaison et bien d'autres choses encore. Voilà, bah merci Mathieu pour
les informations que tu as pu nous donner donc, sur cet événement. Et nous passons maintenant au deuxième événement de ce mois. C'est le 20. Ce sera le meilleur moment pour se lancer le défi de voir Pluton qui sera à l'opposition. Alors, Mathieu, eh bien, comment on va pouvoir observer Pluton? Ouais, alors, bon, les oppositions planétaires reviennent pratiquement tous les ans. Il y en a des plus faciles que d'autres. Et là, typiquement, Pluton, c'est un véritable défi parce que c'est peut-être l'objet le plus difficile à observer, étant donné que c'est l'un des objets les plus loin qui se trouve dans notre système solaire. En effet, le Pluton est de 15e magnitude, donc ça veut dire que pour l'observer, il va vous, enfin, en visuel, il va vous falloir un très gros instrument, typiquement 350-400 mm d'ouverture, pour espérer commencer à voir quelque chose, mais il va falloir que votre vue s'adapte bien évidemment à la nuit. Il va falloir également que vous ayez un œil bien exercé pour arriver à la distinguer parmi des centaines d'étoiles qui se répandront dans le champ oculaire. Donc ça ne sera pas évident. D'autant plus que Pluton se situe en ce mois de juillet 2022 et bien dans la constellation du Sagittaire. Or, le Sagittaire, c'est une constellation qui se trouve être en plein cœur de la Voie lactée. Or, comme vous le savez également, eh bien, le cœur de la Voie lactée, enfin, même la Voie lactée tout court, c'est un nid d'étoiles. Donc, en fait, Pluton va être très difficile à trouver parce qu'en fait, vous allez avoir énormément d'étoiles de magnitudes diverses, mais notamment des étoiles de faible magnitude. Vous en aurez des milliers là, dans l'oculaire. C'est gigantesque. Alors, pour trouver Pluton, je ne vais pas vous donner de conseils bien précis. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il va vous falloir être accompagné d'une solide carte du ciel ou d'un logiciel éventuellement de carte du ciel également, numérique. Toujours est-il que, étant donné que Pluton est de 15e magnitude, une simple carte du ciel qui va jusqu'à la 6e magnitude ne suffira pas. Donc il va vous falloir quelque chose, il va vous falloir un vrai atlas du ciel. Alors, qu'en est-il du système de Pluton? Parce que Pluton n'est pas toute seule, elle est entourée d'un système de satellites. Elle en a 5 en tout, et notamment l'un qui est Charon, alors qui a une magnitude inférieure d'une magnitude. Voilà, donc Charon est de 16e magnitude. Cela dit, ça pourrait être accessible, si vous voulez, dans des instruments de 4, 500, 600 mm d'ouverture, pourquoi pas. Mais là, le problème, c'est plus vraiment une question de diamètre d'instrument et donc de capacité de collecte de lumière. Mais là, c'est plutôt une question de pouvoir séparateur parce que Pluton et Charon sont très très loin de nous et en même temps très proches l'une de l'autre. Donc, il va falloir être capable de séparer ces deux astres-là, et même avec des gros instruments, ça va être très compliqué, pour ne pas dire même carrément impossible. Voilà. Alors, sachez que si en visuel, Pluton est très difficile à obtenir, en photo, eh bien, avec une simple brute, je parle d'une simple brute, avec un APN que vous placeriez au foyer d'un instrument, ne serait-ce que légèrement inférieur à 150 mm de diamètre, eh bien, peut déjà vous permettre de révéler Pluton sur le fond du ciel. D'accord, donc voilà, une observation difficile, mais qui vaut le coup quand même d'essayer de l'observer. Et maintenant, toujours le 20, nous avons Vénus, donc comme nous en avons parlé en introduction, qui s'ajoute au joyau de l'écrin stellaire M35. Alors, comment va-t-on, Mathieu, pouvoir observer ce magnifique événement? Alors M35, c'est un amas ouvert qui se situe dans la constellation des Gémeaux, qui est à 2000 années-lumière de nous. Vénus, pour comparatif, c'est la planète la plus proche de nous. Et là, ce 20 juillet, elle va se situer à 225 millions de kilomètres. Alors, l'écart de distance n'est pas du tout le même, bien évidemment. M35 est beaucoup plus loin de nous que de la Vénus. Et en fait, on va avoir un effet de perspective ce 20 juillet pendant lequel en fait, les deux objets vont se lever en même temps et dans le même endroit du ciel.
Donc, typiquement, si vous voulez tenter cette observation, le meilleur moment pour le faire, eh bien, c'est le matin de très bonne heure, typiquement entre 4h30 et 5h30 du matin, selon l'endroit où vous vous situez et puis selon également le lever du soleil. Alors la différence de luminosité, elle est assez forte puisqu'en fait, Vénus, c'est un phare qui est de magnitude moins 3,5, donc de magnitude négative, alors que M35 possède une magnitude globale de plus 5. Donc on n'est pas du tout sur le même rapport de force. Si vous voulez tenter une photographie de cet événement-là, il va falloir le faire au moins 1h30 avant le lever du soleil, localement chez vous. D'accord, voilà. Donc, ce qu'on pouvait dire sur cet événement. Et maintenant, nous avons du 25 au 26 juillet, on va pouvoir observer le transit simultané donc des lunes Io et Ganymède devant Jupiter. Alors, donc Mathieu, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet événement? Alors déjà, il faut commencer par savoir où se trouve Jupiter avant de pouvoir observer ces fameux transits. Alors Jupiter, vous la trouverez assez facilement, c'est un astre qui brille fortement dans le ciel. Sur l'horizon est, assez bas, en milieu de nuit, au moment de son lever. Alors, à ce moment-là, vous pourrez commencer à pointer Jupiter donc aux instruments. Quand vous pourrez commencer à pointer Jupiter aux instruments, eh bien, vous constaterez déjà que Ganymède est en transit devant la géante gazeuse, mais encore qu'il y a une ombre qui se déplace également latéralement à Ganymède sur le disque jovien, légèrement plus haut en termes de latitude. Alors cette ombre-là, ça ne correspond pas à l'ombre de Ganymède. On est encore très loin de l'opposition, donc en fait le Jupiter, la Terre et le Soleil ne sont pas du tout alignés. Et donc en fait on a un décalage entre le transit des lunes et leur ombre qui est quand même assez conséquent. Alors, tout ça, ça va se situer donc non loin du centre de Jupiter, en tout cas l'ombre de cette lune. Alors, j'ai peut-être omis de le dire, hein, mais l'ombre de cette lune, en fait, c'est la lune Io hein, qui passe devant le disque jovien à ce moment-là. Alors, cette ombre qui est celle de Io, donc n'est pas encore en transit, mais la Lune n'est pas encore en transit à ce moment-là, mais en fait, elle ne va pas tarder à le faire parce que quand vous allez voir Jupiter aux instruments, vous verrez qu'en fait, Io, elle est au limbe, tout près du limbe de Jupiter, elle est sur le point de passer devant. Alors, ça va se passer à quel moment, justement? Eh bien, elle va entamer officiellement son transit à partir de minuit 57, donc ce 26 juillet, donc c'est en tout début de nuit, hein. Et à 1h52, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'autre lune, donc Ganymède, va, elle, quitter la façade, on va dire, de Jupiter pour être de nouveau visible en tant que lune et donc se séparer de la planète. Alors, suivi 3 minutes plus tard par l'ombre de Io qui va à son tour disparaître. Et à 3h09, eh bien, c'est la lune Io qui était en transit la dernière devant Jupiter, qui va se séparer de Jupiter. Donc là, le spectacle est terminé. Alors sachez que ce n'est pas forcément très évident à observer. Visuellement, c'est faisable, mais il faut quand même des instruments qui soient d'au moins 100-150 mm d'ouverture. Plus vous aurez un diamètre important, mieux ce sera. Mais là, en fait, ce n'est pas une question de diamètre, c'est une question de contraste par rapport à la surface de Jupiter. Les lunes sont plus ou moins... Alors, elles sont brillantes quand elles sont séparées de Jupiter, ce qui fait qu'on les voit très bien. Mais quand elles passent devant Jupiter, en fait, elles perdent beaucoup en contraste, puisqu'elles ont une magnitude qui est qui est fortement inférieure à celle de Jupiter. Mais en plus de ça, sachez que Io passe devant la ceinture équatoriale sud de Jupiter et Ganymède, elle sera tout près du pôle sud. Alors, pour l'ombre de Io, ça va être évident à observer. Par contre, pour les lunes en elles-mêmes, vous risquez d'avoir un petit peu de mal, même avec des instruments de gros diamètre. D'accord, donc voilà, pour
Voilà, donc une observation à pouvoir faire en ce mois de juillet. Intéressante, hein, avec ces transits sur Jupiter, ça enjoliit aussi. Maintenant, eh bien, le 30 juillet, nous avons cette pluie d'étoiles filantes des Delta Aquarides. Et donc, eh bien, Pascal, est-ce que tu veux nous parler de cette pluie d'étoiles filantes? Oui, alors rassurez-vous, hein, c'est pas non plus énorme, hein. Il y a un pic d'activité qui n'est pas énorme puisqu'il y a à peu près 25 météores par heure. Non, l'avantage par contre, c'est qu'on va pouvoir les voir quand même des étoiles filantes pratiquement toute la nuit. Parce que dès 23h40, en fait, alors ça sera un petit peu bas sur l'horizon quand même, mais voilà, toute la nuit, en fait, vous pouvez certainement apercevoir un petit peu donc ces étoiles filantes. Où se situer? Eh bien, horizon sud-sud-est. En fait, on va pouvoir même apercevoir vers 4 heures du matin l'astéroïde Vesta. Donc, pareil, hein, donc on est proche de la constellation du Poisson austral, là. Et bon, bah, c'est toujours quelque chose qui est intéressant. Les étoiles filantes, c'est ce que l'on peut voir sans avoir trop froid. Et même, on aura même chaud, hein, puisque les températures continuent donc de progresser. Et donc, on peut s'installer très bien sur notre transat ou dans l'herbe pour voir cela. Alors, ça peut être aussi l'occasion de faire quelques photos. Alors, même si effectivement en photographie, les étoiles filantes, c'est pas forcément les choses les plus jolies, mais par contre, les traits sont quand même pas mal. Il y en a, Mathieu, tu as fait ça. Et puis notre ami Robin aussi a certainement dû en photographier quelques-unes. Alors, juste pour parler justement de la photo des étoiles filantes, c'est pas quelque chose d'évident à faire parce qu'en fait, déjà, il faut être très patient, il faut avoir le bon cadrage, donc il faut être au bon moment, au bon endroit, et il faut être très patient et surtout le saisir au bon moment parce qu'en fait, les étoiles filantes sont extrêmement aléatoires. Même si vous avez un taux horaire qui est très important, vous pouvez passer toute une nuit sans arriver à rien avoir. Donc c'est vraiment très difficile à obtenir. Pour vous dire la difficulté, moi, si j'en ai photographié 2 ou 3 en tout, c'est déjà beau. Voilà. Par contre, après, j'avoue que enfin, les photos sont extrêmement esthétiques, hein. Le fond du ciel étoilé est fortement rehaussé par ce spectacle. Et puis, par contre, si vous pouvez saisir un bolide, qui est un météore XXL, on va dire, c'est encore mieux. Par contre, là, c'est d'autant plus rare et d'autant plus difficile à obtenir. Là, il faut vraiment compter uniquement sur la chance, j'ai envie de dire. Oui, et puis sur son matériel aussi. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, même si on n'a pas la possibilité de faire des photos, eh bien, si par exemple vous faites du camping ce jour du pic d'activité, c'est tout à fait approprié de pouvoir observer ces étoiles filantes. Vous serez sûrement ravis de pouvoir en profiter. Et maintenant, le 31 juillet, eh bien, ce sera le moment de repérer l'étoile variable Mira qui sera au maximum de son éclat. Alors, Pascal, peux-tu donc nous parler de cet événement? Oui, donc voilà, alors on va effectivement parler un petit peu de cet éphéméride du 31 juillet, donc dernier jour de ce mois. Donc c'est intéressant parce que effectivement là on est dans l'étoile variable Mira, en fait, qui est une étoile double avec une magnitude donc variable qui va de 2 à 10. Donc effectivement, hein, on voit qu'elle est très pulsative, hein, en fait, cette étoile. Alors le gros intérêt de cet événement, eh bien, c'est effectivement, comme il s'agit des géantes rouges, eh bien, c'est effectivement de pouvoir apercevoir et pourquoi pas donc photographier justement donc ces teintes que l'on va retrouver.
Alors, on rappelle également, bien que il s'agit dans les géantes rouges, bien de leur dernière étape d'évolution stellaire avant qu'elles ne deviennent des naines blanches. Mais pour cela, il faudra attendre quelques millions d'années. Où est-ce qu'on va la trouver? Bien, dans la constellation de la Baleine, donc direction sud-est. Et faudra surtout pas rater cet événement puisque la prochaine est visible simplement pas chez nous en plus, hein, le 10 mai 2024, hein, le prochain maximum de luminosité. Hein, on parle bien du maximum de luminosité. Voilà donc ce que l'on pouvait dire de cela. Alors Mathieu, peut-être que tu peux rajouter quelque chose quant à son observation et à sa photo. Alors, je n'ai pas forcément de conseils à vous donner sur la façon de procéder et le matériel à utiliser pour la photo ou le visuel. L'intérêt de la photographie des étoiles variables comme cela, c'est en fait d'y revenir régulièrement pour pouvoir constater en fait l'évolution de la variation de la luminosité de l'étoile en fait. Après, peu importe l'instrument, là, si vous voulez, la magnitude 2, on va parler plutôt d'une magnitude 4 là, ce 31 juillet pour Mira. C'est une magnitude qui est encore accessible à l'œil nu, donc vous pouvez voir cette étoile-là à l'œil nu sans trop de difficulté. Par contre, en photographie, ça sera à peu près pareil, c'est-à-dire que en fait, vous pouvez utiliser un simple réflexe sur trépied, vous pourrez la photographier sans aucun problème également, et ce, même alors que l'étoile ne sera plus visible à l'œil nu, quand elle va commencer à décroître de luminosité pour se rediriger de nouveau vers son minimum. Au moins jusqu'à atteindre 7, 8, peut-être même la 9e magnitude, vous pouvez utiliser un simple réflexe sur trépied. Par contre, après, lorsque on dépasse la 10e magnitude, effectivement, il va falloir passer sur des instruments un petit peu plus importants ou alors effectuer du traitement photo pour pouvoir rehausser un petit peu le contraste par rapport au fond du ciel. Voilà. Mais pas de conseils particuliers à vous donner en tous les cas pour la photo sur Mira. Voilà, donc merci à vous de nous avoir commenté ainsi cet événement. Alors maintenant, bien, durant ce mois de juillet aussi, on a un autre événement que vous aurez peut-être aussi la chance d'observer. Ça se passe donc dans le ciel. Et ce sont on appelle ça des nuages donc noctulescents. Et donc, si tu veux bien, Robin, bien, je te laisse la parole pour pouvoir nous décrire donc cet événement. Oui, alors les nuages noctulescents, en fait, ce sont des nuages qui seront visibles un petit peu avant et après le coucher du soleil, quelques heures avant et après. Et la particularité de ces nuages-là, c'est qu'ils seront visibles même s'il fait nuit. Comme en fait, ce sont des nuages situés en très haute altitude, environ 80 km d'altitude. C'est des nuages de très haute atmosphère et bien, qui sont constitués de cristaux de glace. Et donc, la particularité, c'est qu'ils vont réfléchir une partie de la lumière incidente du Soleil qui est couchée. Et donc, c'est comme ça qu'on va les voir. Par contre, bien évidemment, le paysage alentour sera plongé dans le noir. Et donc, ça donne lieu à une atmosphère assez insolite, parce que les nuages vont avoir cette réflexion qui va les illuminer. Alors, ils sont assez particuliers parce que ce sont des fins cristaux de glace de quelques nanomètres. Et donc, ça fait comme un petit voile, un petit peu comme de la fumée de cigarette. Et la particularité, c'est que ça évolue assez rapidement au cours du temps. Donc, quand c'est que vous pourrez les observer? La particularité de ces nuages-là, c'est que, eh bien, ils sont observables quelques semaines avant et après le solstice d'été. Mais il faut savoir que ça sera assez imprévisible. On ne va pas pouvoir précisément savoir quand il y en aura. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de jeter un œil au ciel avant. Et bon, pendant le coucher du soleil, c'est relativement simple. Mais généralement, le matin, c'est un peu plus compliqué. Il faut se réveiller. Mais c'est faisable. Ceci étant dit, ça sera quand même un événement assez intéressant à observer, mais aussi à photographier,
Alors, certaines personnes peuvent faire des time-lapse, donc on va suivre l'évolution du nuage au cours du temps, ou bien de simples photographies. Il faudra faire des pauses de quelques secondes pour révéler ces nuages qui sont quand même relativement peu lumineux. Donc, je conseille l'utilisation d'un objectif grand angle. Vous pourrez même utiliser un smartphone si vous souhaitez, en vous munissant bien d'un trépied d'appareil photo, ou bien si vous n'avez pas de trépied, vous pourrez utiliser les moyens du bord, tel un petit caillou que vous trouverez sur le lieu d'observation. Donc voilà, je vous remercie. D'accord, ben voilà, c'est sûrement beau à observer, hein, si on a la chance de pouvoir observer ça, ce serait super. Et aussi, durant le cours du mois de juillet, on a aussi cet événement qu'on appelle On the Moon Again. Alors, est-ce que tu peux juste nous en parler un petit peu, Robin, aussi? Oui, bien sûr. Alors, le On the Moon Again, c'est un événement qui est international, qui est d'initiative qui vient des États-Unis, en fait. Mais voilà, il peut se pratiquer dans tous les pays. Et c'est à l'initiative des observateurs et des gens qui possèdent un instrument, que ce soit une paire de jumelles, un instrument astronomique, une lunette, un Dobson ou un Newton. Euh, En fait, ça va se passer le 8, le 9 et le 10 juillet. Et les visiteurs et les curieux sont invités à se rejoindre à des astronomes pour observer la Lune, parce qu'ils se sont rendus compte que la plupart des gens n'ont pas l'occasion de mettre l'œil à l'oculaire et donc de regarder ce satellite qui est absolument formidable à observer. Voilà, un bel événement. Si vous avez l'occasion donc, de pouvoir y participer, ce serait aussi super. Maintenant, eh bien, nous allons pouvoir donc euh, parler de l'activité du soleil du mois dernier, donc du mois de juin. Et donc, Mathieu, je te laisse présenter cette photo du soleil que tu as choisie pour nous résumer l'activité du soleil. Voilà, alors c'est une photo qui est toute récente, hein. C'est une photo du 16 juin 2022, prise de bonne heure le matin avant les chaleurs caniculaires de la journée, que j'ai prise au Continuum. Alors, en fait, l'intérêt de cette photo, c'est pas forcément de montrer que l'activité du soleil était très importante au mois de juin. On n'a pas eu de spectacle violent comme on en a eu les mois derniers, notamment des explosions de classe X. Par contre, en fait, la petite nouveauté là, de ce 16 juin 2022, c'est qu'en fait, on n'a peut-être bien jamais vu autant de taches solaires sur la face du soleil, sur la face visible du soleil. Et en fait, on a vraiment cette sensation de sentir approcher le maximum solaire à mesure que l'on avance dans le temps. Et là, ce 16 juin 2022, je n'ai pas pu résister quand j'ai vu la face visible du soleil qui était aussi constellée de taches. Voilà, c'est vraiment pour le plaisir des yeux, cette photo. C'est impressionnant à voir, mais en réalité, ce n'est pas une activité anormale sur le soleil. Il n'y a pas eu de pic spectaculaire ou même d'explosion violente. Le soleil suit son cours dans son activité et tranquillement, dans les années à venir, on devrait approcher du maximum solaire. Voilà, d'accord. Donc, merci Mathieu pour ce résumé. Et maintenant, eh bien, pour terminer cette émission, eh bien, nous allons vous présenter donc, une photo que Mathieu, tu as choisie aussi pour le plaisir des yeux. Oui, alors encore moins quelque chose d'extraordinaire, mais en fait, je vous ai sélectionné M101. C'est ma dernière acquisition de ce mois enfin plus exactement fin mai. Il a fallu que je me reprenne sur plusieurs nuits parce que le ciel n'a pas été toujours de la partie. En tous les cas, c'est une photo qui a nécessité donc 1 heure et 20 minutes d'acquisition exploitable, pas totale mais exploitable. Et donc sur un télescope donc, de 150 mm d'ouverture avec 750 mm de focale, sur monture HEQ5 et l'appareil photo numérique était donc un réflexe Canon EOS 90D. Alors les logiciels que j'ai utilisés pour le traitement, rien d'extraordinaire, DSS et GIMP.
notamment pour ce qui concerne le logiciel DSS, c'est un logiciel qui est un petit peu dépassé à l'heure actuelle. D'où le fait que le traitement n'est pas formidable, donc je recommencerai peut-être une autre version à l'avenir avec des logiciels un petit peu plus à la page de type Cyril. Oui, d'ailleurs, M101, c'est la galaxie du Moulinet, hein. C'est bien cela, hein. C'est ça. Je crois d'ailleurs que Robin, tu as aussi fait une belle photo là, à ce sujet. Elle sera encore mieux que la mienne, c'est sûr. Oui, effectivement, je l'ai déjà pris en photo. Alors, c'était l'année dernière, le printemps dernier. C'est vrai que c'est une cible assez compliquée, puisque mine de rien, elle n'est pas non plus extrêmement lumineuse. Et voilà, les galaxies, il faut quand même toujours un peu de focale pour les révéler. Donc, faut avoir une bonne monture, un bon suivi. Donc, félicitations Mathieu, en tout cas, pour ta photo. Elle est très, très, très belle. Merci beaucoup. Voilà, tout à fait. Merci donc à vous. Et donc merci à tous de nous avoir suivis pour ces éphémérides du mois de juillet 2022. Donc n'hésitez pas à commenter nos vidéos, à laisser un pouce j'aime, et puis bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, on vous donne rendez-vous pour le mois prochain, pour les éphémérides d'août. Nous parlerons notamment de différentes oppositions. Et en attendant, eh bien, on vous souhaite un bon ciel à tous et à toutes.